Réalisme magique, magic realism, magical realism, real maravilloso. C'est compliqué, hein? Allô, allô, c'est Karine de Mon Coin Lecture et bienvenue dans la vidéo thématique où je vais vous parler de réalisme magique. Ça a l'air simple de même, hein? Mais sérieux, ça l'est pas tant que ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que je ne suis pas prof de lettres, je ne suis pas une experte en la matière, donc il a fallu que je lise pour essayer de me documenter un peu pour savoir c'est quoi en fait le réalisme magique. J'ai fini par lire 3 essais, un en français, un en anglais et un en espagnol pour avoir une meilleure variété de points de vue, pour finalement réaliser que tout ce qui était utilisable dans une vidéo, c'était sur le site Wikipédia. Ceci dit, dans cette vidéo, je vais commencer par essayer de vous expliquer qu'est-ce que je considère comme du réalisme magique. Je vais vous parler un petit peu des origines, un peu des controverses aussi. Et finalement, je vais vous présenter plusieurs romans que j'ai lus et souvent aimés qui pourraient ou ne pourraient pas faire partie de ce style littéraire. D'abord, en faisant mes recherches, ce qui m'a frappé, c'était la volonté de caser vraiment un style dans une petite case. Et moi, pour moi, le réalisme magique, oui, ça a certains éléments qui sont un peu essentiels, mais c'est surtout une ambiance lyrique, une ambiance onirique, poétique souvent. Oui, la plume est souvent poétique. Mais quand même, il y a une théorie qui existe et je vais essayer d'être un petit peu plus claire. Puis inquiétez-vous pas, là, je ne vais pas embarquer full loin dans la théorie parce que, comme je vous le disais, c'est pas si simple. Dépendant de la langue, dépendant des cultures, les définitions sont un petit peu différentes. Il y a des sous-catégories qui varient également, puis les auteurs s'entendent pas nécessairement entre eux, donc on va y aller globalement, voulez-vous? Donc, quand on parle de réalisme magique, on parle d'un roman qui se passe dans notre monde, c'est réaliste. Mais jusqu'à un certain point, parce qu'il y a des éléments magiques, des éléments irrationnels, des éléments de merveilleux qui vont s'introduire dans ce monde-là. Et ce qu'il y a de particulier avec ces éléments magiques-là, c'est que souvent, ils ne seront pas expliqués. Et non seulement ils ne seront pas expliqués, mais les personnages, dont le narrateur, n'en font souvent pas de cas, comme si c'était normal. On a également une structure de récit qui est atypique, c'est-à-dire que ça ne suit pas le cheminement normal d'un roman. Est-ce que ça existe, le cheminement normal d'un roman? En tout cas, ce qui arrive, c'est que dans ces romans-là, on ne sait souvent pas quand les éléments importants vont arriver. Donc, c'est des romans dans lesquels il faut accepter de se laisser porter, il faut accepter de ne pas tout comprendre. Quand on ouvre ce roman-là, il faut laisser nos cadres de référence à la porte. Sinon, on n'aimera pas nécessairement ça. Puis là, je veux pas dire qu'il n'y a rien à comprendre, parce que des fois, oui, des fois, il n'y a rien à comprendre, mais d'autres fois, on a clairement des éléments magiques, des éléments de merveilleux qui correspondent à des métaphores qui permettent de commenter la société, la politique, certains courants de pensée ou certaines situations. Donc, pour réellement apprécier et tirer toute la substantifique moelle des romans de réalisme magique, non seulement il faut accepter de go with the flow, mais il faut également accepter d'avoir à se casser le coco des fois pour essayer de comprendre les dites métaphores. Sinon, on va juste se demander c'est quoi le rapport. En fait, il faut se placer dans une autre position, une position alternative. D'où ça vient tout ça maintenant? C'est là que ça se complique parce que les auteurs ne s'entendent pas toujours. Si j'en crois ce que j'ai lu, les premières fois où le terme a été utilisé, c'est en Allemagne dans les années 20. Et c'était pas utilisé pour parler de littérature, mais plutôt d'un courant artistique, un courant pictural. Il y a eu des travaux dont on parle beaucoup, des travaux par Roh, R-O-H, et Bontempelli, qui parlaient justement de cette incursion du merveilleux dans la réalité. Par contre, en littérature, c'est plus dans les années 50 qu'on a commencé à parler vraiment de cette incursion du magique dans le réel d'une façon sans avoir l'air d'y toucher. Matter of fact. Et c'est à partir de ce moment-là que ça devient un petit peu plus compliqué question de terminologie. En effet, il y a un auteur qui s'appelle Alejo Carpentier. Je sais, c'est étrange. Mais en 1949, lui, il a écrit une thèse dans laquelle il rejetait les trucs des années 20 pour parler en espagnol de real maravilloso, qui pourrait être traduit comme le réalisme merveilleux. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en anglais, il y a une différence entre magic realism, magical realism et marvelous realism. Ça ne veut pas tout à fait dire la même chose. OK, je m'embarque pas là-dedans. Ce qu'il faut savoir également, c'est que le réalisme magique est souvent associé à la littérature d'Amérique du Sud ou d'Amérique centrale. Et c'est là qu'il y a un débat qui se joue. C'est-à-dire qu'il y a deux façons de penser. Certains soutiennent que le courant de réalisme magique qui est apparu en Amérique du Sud et en Amérique latine dérive de certains courants qui étaient présents en Europe, en fait qui sont la continuité de ce qui se passait ailleurs, qui a été adapté à leur réalité. C'est-à-dire une évolution de l'esthétique, une évolution de la culture qui s'est transférée là et qui est vraiment devenue florissante dans ces pays-là. Tandis qu'il y a une autre façon de voir les choses, c'est-à-dire que le réalisme magique provient vraiment de l'Amérique du Sud, que ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé en Europe avant.
Et pour ceux qui pensent de cette façon-là, le fait que des auteurs blancs écrivent des romans qui contiennent du réalisme magique, c'est de l'appropriation culturelle. Donc c'est impossible pour moi de pas en parler, ça fait partie du truc. Je vais pas me prononcer par contre, parce que premièrement, je suis pas concernée, je ne suis pas assez calée ni formée dans le domaine, puis en plus ma littératie en littérature sud-américaine et d'Amérique centrale, elle est next to nada, là. C'est vraiment pas grand-chose. Donc, moi je me contente de vous dire qu'est-ce que j'ai lu dans les différents essais. En fait, on retrouve souvent l'expression « langage de colonisé », c'est-à-dire des gens qui voulaient dénoncer certaines choses mais qui ne pouvaient pas le faire de manière traditionnelle par peur de se faire taper dessus, donc ils utilisaient ces métaphores, cette magie-là et des fois certaines parties de leur folklore traditionnel pour essayer de dire les choses et d'expliquer les choses et de protester à leur façon. Puis on s'entend, quand on lit Gabriel García Márquez, quand on lit Isabel Allende, il y a vraiment de ça. Il y a aussi une notion de dualité de culture, c'est-à-dire la culture plus rationnelle, plus traditionnelle occidentale, versus les cultures qui sont plus magiques de certains autres endroits dans le monde. Mais je sens que je m'égare. Quand je commence à parler, des fois, c'est long, je sais. Par contre, quand on regarde dans les œuvres un peu plus anciennes, on retrouve certains éléments de réalisme magique chez Gogol, entre autres dans Le Nez. J'ai lu il y a tellement longtemps, là, je me rappelle pas tant, il faudrait que je le lise. C'est un nez qui marchait, me semble. Ouais, c'est bizarre. Puis dans certains contes d'Hoffmann aussi. Ou encore dans Le Maître et Marguerite, dont je vais vous parler plus tard. Puis là, j'entends le monde penser. C'est quoi la différence entre le réalisme magique et le fantastique ou l'urban fantasy, comme on l'appelle en anglais? En fait, c'est pas si simple que ça parce qu'il y a plusieurs éléments qui concordent. C'est pas tant le nombre d'occurrences magiques, c'est pas tant le niveau de réalisme du monde, parce qu'on s'entend que dans Gabriel García Márquez, des fois, c'est bizarre du début à la fin. Mais pour moi, et là je parle vraiment pour moi, c'est la réaction aux éléments merveilleux, aux éléments fantastiques qui vont faire la différence entre les deux. En réalisme magique, on a l'impression que les gens réagissent comme si c'était normal, comme si on était dans un monde de fantaisie en fait. Tandis que dans le fantastique, la réaction va être un petit peu différente. Souvent ils vont avoir peur, souvent ils vont devoir être obligés de s'ajuster. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Et encore une fois, pour moi, l'une des différences, c'est l'absence de règles en réalisme magique. Il n'est pas supposé avoir de façon claire sur le fonctionnement de la magie. Dès qu'on a des règles, dès que ça devient prédictible, on va laisser la moto passer, on commence à sortir du réalisme magique. Ceci dit, est-ce que c'est nécessaire de tout caser dans des belles petites cases bien proprettes? Absolument pas. Vous allez voir dans les livres dont je vais vous parler, il y en a qui fit vraiment, il y en a qui fit à moitié, il y en a qui ont l'atmosphère, l'ambiance, mais que, bon, si tu regardes les règles, pas tant, mais c'est pas grave, ça va vous donner une idée de la vibe. Il est 4 heures, les motos sont sorties, ça va être bruyant, je suis désolée. Est-ce que j'ai tout lu? Absolument pas. Est-ce que je suis ouverte aux suggestions? Mais certainement. En fait, c'est pour ça que je fais ces vidéos-là. Je veux savoir ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé et surtout avoir des recommandations. Est-ce que vous avez des romans qui pourraient fitter dans le style de réalisme magique et qui pourraient, selon vous, me plaire? Dites-moi ça dans les commentaires, je veux savoir. Ça m'intéresse pour de vrai. Allons-y donc avec les romans et on va commencer par celui qu'on considère comme le père du réalisme magique, c'est-à-dire Gabriel García Márquez. Moi, j'ai lu plusieurs de ces romans. Il y en a qui sont plus magiques que d'autres. Donc, je vais surtout vous parler de 100 ans de solitude, qui pour moi est le roman phare du réalisme magique. Puis vous allez voir, je suis certaine que pour tous ces romans-là, je vais dire que c'est compliqué d'en parler. Parce que c'est compliqué d'en parler. C'est étrange par définition. Puis des fois, mais on veut pas tant expliquer c'est quoi les métaphores. C'est tellement plus cool de découvrir par soi-même. Puis pour 100 ans de solitude, là, lisez pas la quatrième. La quatrième a dit tout. La quatrième, elle est mal. L'histoire de 100 ans de solitude, elle commence avec l'arrivée du patriarche qui s'appelle José Arcadio Buendia à un endroit qui va devenir le village de Macondo. Et ce village-là, il y a presque une vie humaine en fait. Ce village-là va voir naître et mourir plusieurs générations de José Arcadio et de Aureliano, mais plusieurs. Genre, faites un arbre généalogique à moins que vous ayez comme moi une mémoire assez ridicule. Genre, faut que ça serve des fois de se souvenir d'à peu près tous les trucs qu'on lit. Ça avait servi là-dedans. En fait, je pensais que j'avais fait un arbre généalogique, mais non, finalement, mon billet fait dire que non. Chacun de ces personnages-là va avoir son destin. Je vous parlerai pas de leur destin ici. Un, parce que je m'en souviens plus, puis deux, parce qu'il faut vraiment les découvrir soi-même. Ce roman-là est un plaisir de lecture quand on se laisse emporter. C'est magique du début à la fin et il y a plusieurs thèmes qui reviennent quand même. La solitude, comme on pourrait s'en douter, mais il y a aussi l'oubli, il y a le temps qui passe et il y a un tel souffle romanesque dans ce roman-là, c'est incroyable. Gabriel García Márquez, c'est un conteur extraordinaire. La plume, c'est beau, elle donne le goût de croire aux bisaïeuls centenaires, aux 32 guerres et à l'atmosphère de fin du monde.
Le tout avec un arrière-plan de République de bananes et de mémoire collective effacée. Donc oui, on a une critique sociale de l'époque, c'est clair. La construction nous balade du passé au futur, bref, c'est complètement déconstruit, il y a des clins d'œil un peu partout. J'ai adoré ce roman-là, un grand souvenir de lecture. Je pense que c'est la première fois où je voyais un auteur parler d'une façon aussi détachée de trucs qui étaient improbables, incroyables et tellement fantastiques. Donc, je pense que c'était ma première vraie plongée dans le réalisme magique. Un autre roman assez caractéristique du style, c'est La Maison aux Esprits d'Isabelle Allende. C'est un autre roman que j'avais adoré. On a ici une saga familiale dans un pays qui ressemble à s'y méprendre au Chili. Je sais pas d'où on prend ça. Et dans ce roman-là, on va suivre plus ou moins longtemps plusieurs générations d'hommes et de femmes qui sont hyper particuliers. Encore une fois, chacun va avoir son destin. La maison dans cette histoire-là, moi je voulais une maison comme ça, elle a l'air tellement fantasmagorique, là. C'était incroyable. C'est un roman où la petite histoire entre dans la grande. En effet, on parle du poète, on parle du candidat, on voit de qui elle parle, clairement. On a une histoire qui est tragique, mais jamais pathétique, et c'est ce côté merveilleux qui permet d'éviter cet écueil-là. Je me souviens plus de tous les personnages, mais je me souviens très clairement de Clara. Clairement, Clara, ouais, c'était un petit peu prédestiné, hein? Et Clara, elle avait épousé le soupirant de sa sœur aînée, Rosa. Rosa qui était magnifique, elle avait des cheveux verts et elle est décédée. Donc, elle a épousé Esteban, qui était le fiancé de sa sœur. Il faut suivre. Mais Clara, c'est un personnage qui est tellement lumineux malgré tout, elle porte pas ce nom-là pour rien, là. Elle va donner de la fraîcheur au récit avec ses fantômes, avec sa façon de lire l'avenir, les bonnes et les moins bonnes choses. Et ses réactions, là, ils sont jamais ce qu'on pourrait penser qu'ils vont être. J'avais adoré ce personnage-là. Son mari qui devient un candidat de droite. Ouais. Et leurs enfants qui sont tous un peu décalés à leur manière. Entre autres, on va voir évoluer Blanca, qui est la fille de Clara, et on va voir aussi la fille de Blanca qui s'appelle Alba. Il y avait de la suite dans les idées pour les prénoms, hein. Ici, on va se retrouver face à la dictature et encore une fois, la forme est particulière parce que c'est Trueba, c'est-à-dire le mari de Clara, qui va raconter le truc. Il y a des extraits de journaux de Clara, surtout à la fin, si je me souviens bien. Puis on a un autre narrateur qu'on va découvrir à la fin. On va voir à la fin qui c'était. Et moi, j'avais adoré les petits flash-forward là, qui faisaient qu'on se doutait de ce qu'elle arrivait. Fait que je me rappelle que quand je passais du temps avec un personnage que j'aimais et que je savais qu'elle arrivait quelque chose, je me forçais pour profiter des moments avec lui. J'ai adoré ce roman-là. Puis la maison. L'an dernier, j'ai eu un méga coup de cœur en réalisme magique. Cette fois-ci, ça ne vient pas d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud, mais c'est avec Salman Rushdie, qui est de nationalité indienne ou anglaise, ou les deux. Mais j'ai adoré Les Enfants de minuit. Si vous me suivez ici, vous m'avez entendu parler maintes et maintes fois de ce roman-là. Les Enfants de minuit, ça va raconter l'histoire de l'Inde. Ça a l'air simple puis plate comme ça, là, mais pas du tout. C'est fabuleux comme roman. On est donc le 15 août 1947 et l'indépendance de l'Inde est déclarée. À minuit, cette journée-là, vont naître plusieurs enfants qui vont s'appeler les enfants de minuit et qui semblent avoir des pouvoirs magiques qui diffèrent. Ils viennent de partout, ils sont de castes différentes, ils sont de backgrounds différents, de croyances différentes. Et ça représente tellement bien l'Inde de l'époque. Le héros de cette histoire, Salim Sinai, est né à minuit et ce serait le premier enfant de minuit. Il représente tous les espoirs de ce nouveau pays et lui, il est là avec sa belle naïveté d'enfant, une naïveté qu'il va conserver toute sa vie d'ailleurs, malgré toutes les choses qui vont lui arriver à lui et à sa famille. On part de la fin du colonialisme, le peuple indien avait tellement d'espoir, tellement de beaux rêves et ça a tellement viré en grand n'importe quoi. Bon, moins pire que le colonialisme, mais quand même. Mettons qu'il y a plusieurs de ces espoirs-là qui ont été déçus. Dans ce roman-là, non seulement on apprend des choses, mais des fois, moi, j'avais le cœur brisé à voir l'enthousiasme et la naïveté de Salim se fracasser sur les imperfections du monde réel. C'était incroyable. Et cette écriture-là, Rushdie a le don pour intégrer les éléments de magie, de merveilleux dans son récit, et ça passe tellement bien. On a un narrateur qui se cherche, qui se trouve, qui se repère, qui se retrouve. Et ce roman-là a été écrit en 1981, je crois. Et quand on voit ce qui est arrivé après, on dit « Oh mon Dieu! » D'accord. Comment il a pu écrire tout ça sans le recul qu'on a aujourd'hui? Je vous dis, un chef-d'œuvre pour moi. Un autre grand du réalisme magique, c'est Haruki Murakami. Et moi, j'ai découvert, comme plusieurs, son côté réaliste magique avec Kafka sur le rivage.
Je l'ai lu en 2008. Vous dire que je pourrais pas vous en parler de façon très cohérente, là, ce serait un euphémisme. Ce qui me reste de ce roman-là, c'est une ambiance, une atmosphère, le fait d'avoir dévoré 560 pages en 2 jours, alors que le récit, ça s'en va un peu partout, tout est imbriqué ensemble. On a des personnages qui errent un peu dans ce monde. Le personnage de Kafka, il a 15 ans et il décide de partir de chez lui parce qu'il veut échapper à la prophétie que son père a faite. De l'autre côté de l'île, on a Nakata qui est un vieil homme amnésique qui décide, lui aussi, de prendre la route. Bien entendu, leurs existences vont s'entrelacer et ça va donner Kafka sur le rivage avec des personnages plus extraordinaires les uns que les autres. En fait, je me rappelle que quand je l'avais lu, je l'avais fermé. J'avais pas été capable de lire pendant une journée, puis j'avais juste pensé à ça, puis je retournais lire des bouts. J'avais-tu bien compris? Je sais toujours pas si j'avais bien compris. On a 2 personnages qui sont attachants, des personnages qui ont fait des choix et qui vivent avec les conséquences de ces choix-là. On a bien entendu Kafka l'adolescent, mais également Nakata qui est un vieil homme, pas très intelligent, mais qui sait parler au chat. Ouais, un trigger chat là-dedans d'ailleurs. À travers leur conversation, on va entendre parler de littérature, de poésie japonaise, de grands maîtres de la musique classique, le tout sans jamais paraître lourd ou didactique. Et ça, j'ai trouvé ça fantabuleux. Ça parle de destin, ça parle de quête, ça parle d'acceptation de soi, d'acceptation de ses choix. Et ça parle aussi beaucoup de l'adolescence, ce moment qui est très particulier où on se sent pris dans un maelstrom d'émotions, où on voudrait se débarrasser de nos chaînes, mais où on sait absolument pas où aller sans elles. Vous savez, cette sensation d'être sur un fil entre 2 mondes, j'ai trouvé qu'on le retrouvait vraiment dans ce roman-là. Bref, j'ai adoré ça. Un autre roman coup de cœur pour moi, en fait, je pense que j'aime le réalisme magique, c'est Le cœur cousu de Carole Martinez. On a encore une fois une saga familiale, mais une histoire de mère et de fille surtout. On a donc le personnage principal de Franquita Carrasco qui vit dans un petit village dans le sud de l'Espagne avec ses déserts et ses paysages arides. Elle a une réputation de magicienne, de sorcière et elle, ses dons se transmettent aux vêtements qu'elle coud ou aux choses qu'elle répare. Bien entendu, ça plaira pas à tout le monde, elle va se retrouver condamnée à l'errance en Andalousie avec sa progéniture qui, elle aussi, est dotée ou accablée de pouvoirs surnaturels. C'est une saga familiale, puis une saga familiale étrange, donc clairement, il y a plein d'histoires un peu partout. L'histoire de Franquita, elle va nous être racontée par sa fille Soledad, et Soledad, son destin, c'est-à-dire la solitude, avait été lu dans les lignes de sa main. Soledad va nous raconter sa mère, cette mère magicienne qui était capable de recoudre les êtres, mais elle va également nous raconter ses sœurs. La sœur lumière, la sœur conteuse, la sœur oiseau, la sœur assassine et un garçon aux cheveux rouges. On a des vieilles sages, on a un homme coq, on a des révolutionnaires, les chapitres sont super courts et on se laisse porter par cette histoire-là qui nous amène justement en Espagne. Puis la plume est super belle, c'est lyrique, on dirait qu'on sent le souffle de la révolution, le souffle du vent dans le désert, et que j'ai donc aimé ça. C'était beau, sérieux. Bon, j'aurai pas le temps de finir avant de partir, je vais revenir après, ça risque d'être beau. Au pire, la fin sera pas exactement pareille au début. Dans les dernières décennies, il y a eu Erin Morgenstern qui a écrit 2 romans qui pourraient s'inscrire dans la lignée du réalisme magique. On parle du Cirque des rêves et de La mer sans étoiles. Dans ces 2 romans-là, selon moi, on est moins dans le côté métaphorique, on est moins dans la critique sociale, dans la satire politique. Par contre, on a vraiment le sentiment d'être dans un monde un peu imaginaire, mais le nôtre, mais pas tant. Bref, c'est pour ça que je vais quand même les inclure dans cette vidéo-là. Moi, dans les 2, j'ai préféré Le Cirque des rêves. Il faut savoir que je m'attendais à rien quand je l'ai ouvert. Plusieurs s'attendent à une bataille épique. On n'est pas là-dedans, mais pas du tout. On est dans une création d'atmosphère. Ce sont 2 enfants dont les destins n'ont pas le choix de s'entrecroiser parce qu'ils sont un peu les pions sur le jeu d'échecs de 2 magiciens qui vont se mener un combat de magie. Donc, il va y avoir ce cirque-là qui va apparaître de temps en temps et qui va donner lieu à des compétitions. Mais des compétitions, pas des batailles, là. On est plutôt dans la création d'univers magiques et oniriques. Onirique, c'est vraiment le mot pour ce roman-là. Vous savez, quand on le lit, on a l'impression de se balader dans un cirque la nuit, en passant d'une tente à l'autre, d'un spectacle à l'autre. Si vous avez envie de ça, Le Cirque des rêves, ça va fonctionner. Moi, j'ai aimé ça y croire, j'ai partagé la folie de ces rêveurs-là, j'ai aimé les références. Il n'y en a pas tant, mais il y en a quand même. On passe un moment entre contes et légendes, et moi, j'avais vraiment beaucoup aimé ça. Comme je vous dis, pas d'étincelles, du moins pas d'étincelles paf-paf, mais des étincelles de magie. Dans La mer sans étoiles, on a encore une fois un univers assez extraordinaire, assez magique. L'histoire commence avec un personnage, j'ai oublié son nom, Zachary?
ou il me semble que c'est Zacharie, qui lit un livre et qui réalise que c'est son histoire qui est écrite dedans. Il va être intrigué, n'importe qui le serait, et il va se retrouver plongé dans un univers souterrain, magique, onirique, rempli d'histoires. Que demande le peuple? Dans ce labyrinthe-là, on est hors de l'espace, on est hors du temps, il y a un gardien, une femme qui ne parle pas, il y a un voyageur du temps, une épée, une clé, des abeilles, on sait pas trop pourquoi ça existe, on sait pas trop ce qu'il fait là non plus. On a une écriture qui est enveloppante, une écriture qui nous transporte, qui nous prend dans ses bras. Et je fais des métaphores par rapport à moi aujourd'hui. Bref, c'est plein de références, plein d'intertextualités, puis nous autres, on cherche les liens entre les différentes parties de l'histoire. Pourquoi j'ai un peu moins aimé que l'autre? Parce que j'aurais dû m'y attendre, mais je pensais qu'il y aurait plus d'histoire que ça, en fait. J'aurais dû rentrer dans le roman en me disant « je vais me laisser porter » et c'est tout. Mais j'attendais quelque chose de plus. Puis surtout, je me suis tellement sentie niaiseuse, j'ai tellement eu l'impression que j'avais rien compris, là, que je n'avais tellement manqué à la fin de ce roman-là, que j'avais le goût de le lire, mais j'avais pas le goût non plus parce que j'avais peur de me sentir encore un peu niaiseuse. J'aurais aimé qu'il y ait plus de fils de nouer à la fin, même si j'aime les fins ouvertes. Ceci dit, ça a été un méga coup de cœur pour plusieurs de mes amis. Les personnages se laissent porter. Je pense que nous, il faut accepter de se laisser porter aussi. Bref, vous verrez ce que vous en pensez. Puis là, je vais souper, je vais aller souper, je vais revenir après, je vais être couettée, probablement je vais avoir pris un verre. Ça va être chic. Bon, on est un petit peu plus tard dans la soirée. Visiblement, l'éclairage a changé. Ça me perturbe. Sincèrement, ça me perturbe. Mais je voulais finir ma vidéo ce soir, donc je reviens avec mon réalisme magique. Puis là, je devrais jamais faire ça parce que je réalise que de tous les romans dont je vous ai parlé, là, il n'y en a pas un au sujet duquel je suis claire. C'est comme... On dirait qu'ils sont tous pareils, mais non, c'est pas du tout pareil, mais ça se ressemble des fois. On va donc continuer la petite exploration avec un roman qui entre en partie dans le réalisme magique. Je dis en partie parce que le roman est divisé en deux parties et que la première partie, on est vraiment dans cette atmosphère un peu onirique, tandis que la deuxième, on s'en va vers des réponses, donc on sort de notre réalisme magique. Mais je vous en parle quand même pour une question d'ambiance. Donc je parle de Piranesi, je pense qu'il a été traduit par Piranèse, de Susan Collins. C'est un court roman, il y a à peu près 250 pages, puis comme je vous disais, c'est la moitié qui fit vraiment dans l'univers du réalisme magique. On est avec un personnage qui sait plus trop qui il est, qui tient un journal. Là, on a un monde onirique où s'entremêlent architecture, marée, statues. C'est extrêmement étrange. Notre personnage principal, lui, il erre dans ces pièces-là. Sa vie, elle est là. C'est extrêmement bizarre, il se pose pas de questions, il sait pas exactement pourquoi, sauf qu'un jour, il y a l'autre qui apparaît et qui va l'amener graduellement à se poser les questions, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait ici? Genre, où vis-je, où vais-je? Tu sais, dans sa tête, la maison, là, c'est limite une divinité. Moi, cette partie-là, je l'ai adorée. J'ai un peu moins accroché à l'autre partie parce que j'aimais ça rien comprendre, puis j'ai compris des trucs. Mais il y a quand même une partie de ce roman-là qui nous plonge dans cette atmosphère-là, donc je voulais vous en parler un petit peu. Un autre roman qui a des éléments de réalisme magique, il s'agit de La fille qui tressait les nuages et c'est de Céline Chevet. Cette fois-ci, ça nous amène au Japon, on est avec des personnages adolescents, et notamment Julian, notre personnage principal qui est mi-anglais, mi-japonais, et Julian, il vit dans le passé parce qu'il n'est pas capable de se remettre de la mort de la sœur de son meilleur ami, son seul ami en fait, Suichiro. Le problème, c'est qu'il ne se rappelle pas de cet événement-là, donc il est perdu. Encore une fois, comme dans la plupart des autres romans dont je vous ai parlé, la structure, elle est chouette. On est dans un flou artistique ici, avec des fleurs de cerisier qui volettent en prime. Sauf que, fiez-vous pas à ça, c'est un roman qui est extrêmement sombre malgré sa couverture rose bonbon. C'est surprenant, vraiment, ça surprend. On a une plume qui est simple mais poétique à la fois, ça passe du jeu au journal intime, ça change de point de vue, on se balade un peu dans le temps, les références temporelles ne sont pas si claires que ça, et c'est ma foi un roman fort dérangeant. Dérangeant parce qu'on a affaire à une histoire de folie, une histoire de malédiction, un passé présent qui est étonnant et quand même des révélations que moi j'ai vu venir parce que j'ai une malédiction, ouais moi c'est ça ma malédiction, mais qui pourrait être surprenante. C'est plein d'images, c'est onirique, il y a des scènes qui sont très très dures par contre. Genre, la plume est belle, mais des fois elle raconte des horreurs. On passe en quelques lignes de la tendresse à la cruauté, il y a une grosse dose de nostalgie, ça parle du deuil, et on est vraiment dans un contexte de passage à l'âge adulte où des fois, il faut voir les gens comme ils sont vraiment et pas comme on les voyait idéalisés par le regard de l'enfance. Donc, il y a tout ça dans ce roman-là. Tous les lecteurs que je connais ont eu un coup de foudre pour ce roman-là. Moi, j'ai bien aimé.
J'ai été extrêmement dérangée. Bon, j'avais vu venir, comme je vous dis, fait que ça enlève un peu du truc, mais c'est surtout que les éléments de réalisme magique, je les ai pas tous compris. Tu sais, on parle de tresser les nuages, je pense que ça parle, c'est littéral, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça apporte? C'est quoi la métaphore? On dirait que les images m'ont passé par-dessus la tête, que je les ai pas compris, peut-être que je les ai trop vite, je sais pas, mais en tout cas, je garde un bon souvenir de lecture, je l'ai recommandé à beaucoup de gens, mais j'ai pas eu le coup de cœur que tout le monde a eu. On va maintenant passer au roman de Bulgakov, Le Maître et Marguerite, qui a été écrit dans les années 30 pour la plupart. On s'entend, quand Bulgakov a écrit ça, il allait pas bien. Non seulement ça allait pas bien dans son esprit, mais ça allait pas tellement bien dans sa vie. On était en plein régime soviétique qui était quand même très restrictif. Et ça a pris un petit bout avant qu'il réussisse à le faire publier parce que les gens voyaient dans ces images des métaphores du régime soviétique. Selon moi, il y avait pas mal raison. On est donc dans un roman extrêmement étrange. Ça plaira pas à tout le monde, même ceux qui sont habitués. Est-ce qu'on est dans le registre du fantastique ou du réalisme magique? Écoutez, on est dans le registre du weird, en tout cas. C'est vraiment difficile à le classer dans une certaine case. Certes, on est ancré dans le réel. Par contre, dans les personnages, on a le diable, un écrivain suicidaire, un chat géant, la plus belle femme du monde et Ponce Pilate. Ah oui, Jésus aussi. On est dans une satire, dans une parodie burlesque, mais étant donné que c'était quand même très dangereux de dire ce genre de choses-là sous ce régime-là, c'est pas toujours très clair. En plus, comme dans la plupart des romans russes, il y a beaucoup de personnages et chaque personnage a beaucoup de noms avec un patronyme et des diminutifs et tout ça. Ça prend un moment à comprendre qui est qui. Puis le maître et Marguerite, ils apparaissent quand même assez tard dans le roman, ils sont pas là tout de suite, donc il faut pas juste lire le roman pour eux autres, parce que c'est non. De quoi ça parle? On a donc Satan qui débarque à Moscou pour y foutre le bordel. Et il réussit, et il y a un petit côté facétieux, limite qui est sympathique des fois. Bon, ceci dit, la plupart de ceux qui le croisent finissent à l'asile, mais quand même. Il y a certaines scènes, là, c'est du grand burlesque, du grand n'importe quoi. Tu lis ça, tu te dis, mais what the fuck? On a certaines scènes qui sont complètement délirantes, on en a d'autres qui sont totalement fantasmagoriques, et il y avait un cœur d'employé. Ouais, un cœur C-H-O-A-U-R, pas un cœur, là, un cœur d'employé. Il y a des petits passages philosophiques, mais on a vraiment une critique de la société. Parce qu'on se rappelle que les années 30, c'est l'époque stalinienne, c'est l'époque où l'art avait complètement perdu son âme parce qu'il était devenu un outil de propagande. On avait des arrestations de masse, des interrogatoires ridicules, stagés, limite c'était une comédie, pas quand c'était toi qui étais interrogé. Et le côté que j'avais trouvé intéressant par rapport au réalisme magique, c'était que les choses qui sont surréalistes, c'est-à-dire les gens disparaissent comme ça, puis il n'y a plus personne qui s'en occupe tellement c'est rendu normal. Donc, je trouvais qu'il y avait un parallèle à faire. Dans tout ça, ce qui m'a le moins plu à moi, c'est l'histoire du maître et Marguerite. Oui, je sais, c'est typique. C'est une histoire d'amour passionnel, des âmes sœurs. En fait, le maître va tout faire pour retrouver Marguerite, qui est l'amour de sa vie. Mais en fait, moi, je me demandais ce qu'elle lui trouvait au maître. À part le fait qu'elle vénérait son art, parce que le maître, c'est un écrivain. Mais malgré tout, pour moi, c'est un ouvrage que j'ai trouvé extrêmement intéressant à lire, surtout quand on le replace dans son contexte. Et j'ai été chanceuse parce que dans l'édition que j'avais, il y avait beaucoup de notes de bas de page qui, justement, remettaient en contexte. Sinon, j'aurais clairement pas tout vu, parce que c'est clairement pas clair. À cheval entre le réalisme magique et le roman gothique, on a L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón, qui est un roman qui est bien ancré dans notre réalité, à part pour le fameux cimetière des livres oubliés. Vous vous rappelez ce roman-là, je vous en ai parlé dans ma vidéo sur les romans gothiques. Nous sommes en 1945 à Barcelone et un papa amène son fils dans un mystérieux endroit, le cimetière des livres oubliés, où il doit adopter un roman. Ce rituel-là se transmet de génération en génération. Et c'est à cet endroit-là que le petit garçon que nous allons suivre jusqu'à l'âge adulte va rencontrer L'ombre du vent, qui est un roman qui va bouleverser sa vie. Le seul problème, c'est que l'auteur du roman semble avoir disparu et il cherche à faire disparaître tous les exemplaires de tous ses romans. Bien entendu, on va voir des similitudes entre la vie du jeune garçon et la vie de l'auteur. J'ai oublié les noms, ça paraît-tu? Leurs destins vont s'entremêler et peut-être vont-ils finir par se rencontrer. C'est un roman qui est super facile à lire. Moi, j'avais beaucoup aimé ça. J'avais dévoré ce roman-là. Et je me rappelle que je voulais lire les livres de l'auteur qui s'appelait Julian, je crois. Oui, il me semble que c'est ça. Ou c'était le nom du petit garçon. Non, le petit garçon, c'était Daniel. Oui, Julian.
Je voulais lire ces livres-là, mais ils n'existent pas. C'est un problème. Moi, j'avais trouvé ça passionnant, ce livre-là. Par contre, côté réalisme magique, il n'y a pas tant d'éléments que ça. On a surtout le cimetière des livres oubliés, puis me semble c'est ça. Me semble c'est ça, mais c'est là quand même, là. Puis c'est vraiment magique, cet endroit-là. Quel serait un top 100 un peu de Neil Gaiman? Parce que Neil Shue est un des auteurs que je vénère. Rien de moins. Le roman dont je vais vous parler, c'est pas mon préféré de l'auteur. Il s'agit de The Ocean at the End of the Lane, qui s'appelle L'Océan au bout du chemin, qui a des éléments de réalisme magique, tandis que, autrement, dans les autres œuvres de Gaiman, on est vraiment plus dans le domaine du fantastique. Dans American Gods, par exemple, qui est mon préféré, on est clairement dans un monde fantastique. Ce que j'aime dans Gaiman, c'est sa capacité de rendre un peu horrifiantes des choses qui devraient être rassurantes. Et ici, il a réussi à mélanger la réalité avec les souvenirs pour en faire quelque chose de très étrange, de très mystérieux et de déstabilisant à la fois. Vous allez voir à un moment donné dans l'histoire, l'atmosphère, elle se transforme et ça devient vraiment dérangeant. On a un narrateur enfant qui va perdre un peu de son innocence, qui va perdre ses repères, qui va perdre ses certitudes. Ça déstabilise. Le roman commence donc avec un narrateur adulte qui se rend pour un enterrement à un endroit qui a marqué son enfance. À ce moment-là, il va se souvenir d'un événement précis, c'est-à-dire un accident ou un suicide. En tout cas, c'était d'une voiture, un suicide d'une voiture. Ça l'a marqué parce qu'à partir de ce moment-là, il y a d'étranges événements qui vont commencer à se produire et il va rencontrer une petite fille qui habite au bout de la route et qui prétend avoir un océan dans sa cour arrière. On a donc une histoire d'enfant avec une voix d'enfant, mais à travers les souvenirs d'un adulte. Comme je vous disais, on parle de la fin de l'enfance et c'est terrifiant. C'est un court roman, je pense qu'il a 175 pages, on a des souvenirs qui reviennent peu à peu et on va se rendre compte que le voile entre rêve et réalité s'affine de plus en plus. Donc il y a des côtés réalisme magique. Puis c'est Gaiman, lisez Neil Gaiman. C'est tout ce que vous avez à savoir. Impossible de parler de réalisme magique sans parler du dernier roman d'Alexandra Kochelik qui s'appelle L'Archiviste. Bon, je vous en ai parlé plein de fois récemment, mais je l'ai adoré ce roman-là qui nous amène au cœur de l'Ukraine qui est opprimée par la Russie, et on retrouve une jeune archiviste qui doit garder les trésors du peuple ukrainien, sauf que va arriver un mystérieux inconnu, l'homme au chapeau, qui va lui demander de modifier des petites choses, presque rien, à propos des œuvres d'art ukrainiennes. Pourquoi je dis qu'on est dans du réalisme magique, c'est qu'on voyage à travers l'art dans différentes époques de l'histoire de l'Ukraine, mais surtout, l'homme au chapeau, on sait ça représente quoi. Sauf que c'est pas expliqué, ce n'est pas questionné. Donc pour moi, on est vraiment dans ce registre-là. Puis en plus, on a une oppression qui est là. Donc oui, je trouve que ça fit. C'est un roman qui est super bien écrit, qui va nous en apprendre vraiment beaucoup sur la culture ukrainienne. Moi, j'ai adoré. De tous ces romans, c'est mon préféré, je pense. Je vous ai également parlé dans l'une de mes dernières vidéos de Zizi Cabane de Bérengère Cournu, qui regroupe aussi plusieurs éléments du réalisme magique. Je vais vous envoyer à ma vidéo où j'en parle plus précisément. J'ai un vlog à ce sujet-là. En fait, je devais faire un vlog, puis finalement, je fais juste en parler à la fin. Mais c'est un roman que j'ai beaucoup aimé la plume. En fait, je le savais, j'aime la plume de Bérengère Cournu. Et ici, on se retrouve dans une métaphore du deuil avec plusieurs éléments de réalisme magique. Ça raconte l'histoire d'une famille. On avait un papa, une maman, 3 enfants, dont la petite Zizi Cabane. Oui, c'est son nom. Il y a une raison, on comprend pourquoi. Et on se rend compte que la famille, elle est quand même particulière. Un jour, la maman, elle va disparaître. Puis je dis vraiment disparaître parce qu'on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Mais on sait qu'elle n'est plus là. Puis je vais pas rien vendre en disant qu'elle ne reviendra pas et qu'on va la rencontrer plus dans le vent, dans l'eau. Bref, on a des extraits très poétiques qui représentent la mer dans ce roman-là. Par contre, suite à sa disparition, dans la maison qu'ils avaient organisée pour eux, soudain l'eau commence à couler, il y a limite une source qui sort de la maison et ça va faire que ça sera plus nécessairement habitable. Ça, c'est pas tant questionné non plus. On se questionne un petit peu au début, mais on l'accepte quand même assez vite. Il y a quand même plusieurs personnages qui vont graviter autour de cette famille-là pour tenter de l'aider. Mais oui, ça parle du deuil, ça parle également du passage à l'âge adulte. En fait, on a 3 passages à l'âge adulte, puis 3 façons de vivre un deuil. Moi, j'ai trouvé ça très bien traité, très bien écrit, c'est onirique, c'est lyrique. Ça a été une très belle découverte, puis je suis contente de l'avoir lu parce qu'avec le titre, là, jamais j'aurais pris ce roman-là. Je pourrais également vous parler d'un roman qui m'avait tellement marqué. Je pense que ça a été le plus gros serrement de cœur littéraire de ma vie et il s'agit de Beloved de Toni Morrison. En fait, je dis je pourrais vous parler parce que Toni Morrison, je crois qu'elle s'était dissociée du mouvement de réalisme magique, mais il y a quand même des éléments. Par contre, on est loin d'être dans une atmosphère fantasmagorique ici. Loin.
Le personnage principal, c'est donc Seath. Je sais pas comment on le prononce. S-E-T-H-E. Cette femme-là s'est évadée d'une plantation vers 1870, une plantation qui était une bonne plantation. Sentez les guillemets ici, là, parce que ça a l'air que le maître écoutait ses esclaves. Non, mais, en tout cas. Donc, ils sont très importants. On a ce personnage-là et on a également le personnage de Beloved, qui est en fait le fantôme d'un enfant assassiné. Un enfant assassiné par sa mère, un crime d'amour parce qu'elle voulait lui éviter de devenir esclave. Et ce fantôme-là va revenir la hanter. Ouais, je l'avais dit que c'était rough. Puis pourtant, il y a un côté poétique. Toni Morrison a réussi à faire passer ce truc-là à cause de sa plume qui est magnifique, mais qui nous décrit l'horreur absolue. Parce qu'ici, on est vraiment ancré dans la langue et dans la culture du sud des États-Unis à l'époque. C'est vraiment une histoire du sud. Donc, Seath, elle décide de s'enfuir quand le maître décède et que c'est un autre blanc qui décide de prendre la relève. Elle se sauve, c'est-à-dire que la marchandise se sauve, vous imaginez ce qu'ils peuvent y faire si elle rattrape, et elle décide de s'en aller chez sa belle-mère qu'elle n'a jamais vue, qui s'appelle Baby Suggs. Et cette belle-mère-là, son fils à elle, l'avait racheté à son propriétaire pour qu'elle puisse s'asseoir. Non, mais c'est dit comme ça a l'air de rien, mais sérieusement, ça vient pas vous chercher. C'est un roman qu'il faut lire. Il est à rime, mais il faut le lire. Ce sont des personnages qui ont énormément souffert, qui sont loin d'être parfaits et qui ont surtout complètement barricadé leur cœur pour pas souffrir. Parce que imaginez, ceux que vous aimez, votre famille, là, ils peuvent être vendus n'importe où, ils peuvent être tués parce que le propriétaire, ça y tentait ce soir-là. Le moment où on comprend qu'ils ont du mal à s'attacher à leurs propres enfants parce qu'ils savent qu'ils vont devoir les voir partir, je vous dis, ça fait mal. On a donc des portraits psychologiques hyper intéressants. On a des gens qui n'ont aucune idée de qui ils sont parce qu'ils n'ont jamais eu l'opportunité d'essayer même de penser à qui ils étaient. Et à travers tout ça, on a le fantôme de Beloved qui est là et qui rend le truc un peu étrange. L'auteur, elle va pas tout préciser, elle va pas tout nous dire. Il y a beaucoup d'images qui nous sont proposées, puis je suis pas certaine de toutes les avoir comprises, je vous l'avoue. Et je me rappelle d'un passage où on avait un monologue entrelacé entre trois femmes, c'était magnifique au niveau littéraire, puis en même temps terriblement poignant. Donc, Beloved, si vous voulez avoir le cœur brisé un peu, je vous le recommande, c'est magnifique. Un autre roman sur le sud des États-Unis, j'ai hésité avant de le mettre dans cette catégorie-là, puis je suis vraiment pas sûre qu'il rentre là-dedans, mais il y a quand même un lien à faire avec Beloved. Donc, je vais vous en parler tout en sachant que on n'est pas dans le côté onirique ici, même s'il y a des revenants qui hantent une grande partie du roman et qu'on entend en arrière-plan le cœur des esclaves qui hantent encore ces terres-là. Je parle ici de Sing Unburied, Sing de Jesmyn Ward, qui a été traduit par Le Chant des Revenants, je crois. Ici, on est un peu entre les deux parce que oui, d'un côté, on a une narration étrange, un peu fantasmagorique qui implique des fantômes, mais de l'autre, on a un truc qui est extrêmement ancré dans le réel, c'est-à-dire qu'une grande partie du roman se déroule dans une voiture alors que Mom a embarqué ses deux flots dans le char pour aller chercher Pop qui sort de prison. C'est un roman qui est encore une fois très très dur, il se passe en quelques jours dans le sud du Mississippi et la particularité de Mom et Pop, c'est que Mom était une femme noire pauvre et que Pop était un bourgeois blanc. Vous me croyez-tu quand je vous dis que ça n'a pas fait? Devinez quelle famille n'a pas aimé. Ce couple-là a deux enfants, Jojo et Kayla, et ce sont deux enfants qui ont grandi pas mal tout seuls. En fait, des parents lui ont appris à s'en passer parce que Mom, elle se considère pas tant comme une mère, puis lui, il la considère pas tant comme une mère non plus. Donc, comme je vous disais, nous entrons dans la voiture et nous partons. C'est tellement claustrophobique dans cette voiture-là, ça n'a aucun sens. On sait que ça peut pas bien aller. Ça peut pas bien aller parce qu'en allant chercher Pop, pourquoi pas ne pas régler quelques petites affaires? Oui, avec les deux enfants dans le char. Et là, on a Jojo qui en veut terriblement à sa mère, qui prend systématiquement les mauvaises décisions, qui fait toujours passer ses propres besoins ainsi que les besoins de son chum avant celles de ses enfants. Lui, il voudrait être un homme droit et tout ça, mais écoutez, il est pris dans une situation épouvantable. La maman Léonie, là, des fois, on voudrait la frapper, mais d'un autre côté, sa souffrance vient nous chercher également. Oh mon Dieu! En tant que lecteur, là, on a l'impression d'être témoin d'un combat perdu d'avance. Et dans ce roman-là, je me souviens que les voix fantomatiques derrière, ils m'avaient brisé le cœur, parce que derrière, là, il y a le racisme, il y a l'intolérance, il y a le mépris, puis il y a des milliers, des millions de morts injustes sans aucune raison. Donc voilà, à cheval entre les deux, comme je vous disais. Dans Le commerce des allongés de Alema Banco, que j'ai lu il n'y a pas si longtemps, il y a également certains aspects de réalisme magique.
ou qui pourrait s'approcher du réalisme magique. C'est-à-dire qu'on a une partie du roman qui est vraiment dans le réel, et l'autre moment, parce que en fait, notre narrateur il est mort, puis ça se déroule dans le cimetière où tout le monde se relève joyeusement et allègrement, comme si c'était normal. Donc vous voyez ce genre d'atmosphère un peu étrange, et moi, dans ce roman-là, c'est ce que j'ai préféré. On a d'un côté les fantômes qui nous racontent leurs histoires et de l'autre côté notre narrateur qui essaie de comprendre qu'est-ce qui est arrivé, de comprendre pourquoi il est mort parce qu'il ne s'en souvient plus. Et encore en parallèle à tout ça, on a son enterrement, on a sa grand-maman de qui il était très très proche qui essaie de gérer l'enterrement. Dans ce roman-là, qui se passe dans un petit village du Congo, on s'y croirait. La vie de village, la vie de communauté, elle est extrêmement bien décrite. Il y a plusieurs personnages qui sont hauts en couleur et on a tout un côté qui nous amène soudainement dans le royaume des morts. Pour ma part, c'est un roman que j'ai bien aimé, c'est-à-dire que la partie qui se passe dans le présent m'a beaucoup moins intéressée et ce que j'aurais vraiment aimé voir, ça aurait été la relation avec la grand-maman. Par contre, les histoires qui sont racontées dans le cimetière, ça c'était chouette. Donc une lecture entre deux, mais que je peux quand même recommander si vous avez le goût d'aller faire un petit voyage au Congo avec des éléments magiques. Maintenant, on passe en jeune adulte. J'ai juste un roman dont je vais vous parler. Pourtant, il y en a des listes et des listes, mais je les ai juste pas lus. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est étrange. Bref, aujourd'hui, je vous parle de The Strange and Beautiful Sorrows of Ava Lavender et c'est de Lesley Walton. De quoi ça parle? C'est un roman qui raconte l'histoire d'une fille qui a des ailes. Mais ce n'est pas que ça, parce que derrière ces grandes ailes, il y a une histoire de famille, de légende familiale, une histoire d'amour, une histoire de grande peine aussi. Il y a des personnages complètement déjantés, ça fait rire, ça fait pleurer. Bref, j'avais adoré ce roman-là. En fait, j'avais beaucoup aimé. Adorer, c'est peut-être un peu fort, mais j'avais vraiment aimé ça. C'est donc une saga familiale qui commence à Paris au début du siècle et qui se termine avec Ava Lavender, la fille avec des ailes, à Seattle. Puis en fait, Ava, on la rencontre au milieu du roman à peu près. En fait, c'est un roman qui se lit comme un conte. C'est un roman qui utilise le rêve pour se libérer du passé familial, de passer à autre chose et de continuer à vivre. Ava, elle a un frère qui vit dans son monde. Elle a une maman qui pleure la perte de son grand amour depuis 15 ans. Et sa grand-mère qui est un peu sorcière et qui a vu disparaître tous ceux qu'elle aimait. Rassurez-vous, là, ce fois-là, on n'a pas besoin d'arbre généalogique, mais quand même, c'est une saga familiale à hauteur jeune adulte. Ça parle d'amour, ça parle de différents types d'amour, l'amour filial, l'amour romantique, l'amitié. La plume est poétique, les personnages sont émouvants et profondément humains avec tout ce que ça implique de beau et de moins beau. Bref, c'est un roman qui m'avait beaucoup plu. Quand je regardais les listes de romans classés en réalisme magique, j'ai vu qu'il y en avait plusieurs que j'avais déjà lus, mais que j'aurais pas nécessairement classé là. Par exemple, on avait parlé de Une prière pour Owen, c'est de John Irving et c'est très très réel, mais on a quand même un petit truc bizarre dans le personnage de Owen qui parle en majuscule et qui est persuadé de connaître la date de sa mort. Donc oui, il y a un petit truc. Puis c'est bon ce roman-là, j'avais adoré, c'est mon John Irving préféré. Mais j'embarquerai pas dans toute l'histoire parce que je vais pas vous en parler aujourd'hui. Certains m'avaient également mentionné l'histoire de Pi de Yann Martel. Oui, je peux comprendre. Je vois la métaphore, sauf que réalisme magique, je sais pas, il m'a pas donné ce feeling-là. Mais ceux qui l'ont lu comprendront pourquoi il y a des éléments. On m'avait également parlé des nouvelles de Banana Yoshimoto qui sont un peu dans l'étrange. Il y en a une qui avait vraiment des éléments qui pouvaient être assez bizarres pour être dans le réalisme magique. Il était question de bouffe, je m'en rappelle. Mais c'était plus nostalgique et étrange, à mon souvenir. Et peut-être que si on élargit vraiment la définition, La fiancée américaine d'Éric Dupont, avec sa galerie impressionnante de personnages, je pense qu'il y a 40 histoires là-dedans, puis c'est encore une fois une saga familiale, mais dans le bas du fleuve, me semble. On pourrait également parler de L'écume des jours de Boris Vian, mais il est considéré parfois comme un conte, parfois du surréalisme, mais il y a quand même des aspects qui rappellent le réalisme magique. Une jeune fille qui a un nénuphar dans ses poumons, une maison qui semble pourrir de l'intérieur à mesure que la vie des deux personnages se dégrade. Il y a quand même beaucoup de métaphores qui pourraient fitter avec le style du réalisme magique. C'est particulier Boris Vian, mais moi j'avais trouvé la prose et les images tellement belles. Ça parle de musique, ça parle de jazz, on croise Jean-Paul Sartre. C'est truffé de jeux de mots de double sens, il y en a partout, partout, partout. Et malgré le côté magique de certaines parties de l'histoire, malgré l'émerveillement, ça finit tellement mal. Il y a tellement pas beaucoup d'espoir. Bref, là-dedans, là, travailler, c'est vraiment déprimant. Puis la petite souris, qui se souvient de la petite souris? Paraît-tu que j'avais aimé ça?
Donc voilà, je pense que ça fait le tour des romans que moi j'ai lus qui pourraient être considérés comme faisant partie de ce courant-là. J'aimerais savoir maintenant, est-ce que vous en avez d'autres? Est-ce que vous avez des idées? Est-ce que vous avez eu des coups de cœur? Dans mon fameux fichier, j'en ai toute une liste, mais je vous la nommerai pas parce que, un, c'est long et que deux, je voudrais vraiment voir ce qui sort de vos têtes à vous quand vous pensez au réalisme magique. J'espère donc que la vidéo vous aura plu. Si vous êtes encore ici, à ce moment-là, vous pouvez me mettre une petite étoile en emoji parce que quand on fait de la magie, ben, cling, ça fait de la magie. Ouais, je sais, j'ai 4 ans dans ma tête. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez faire un like. Si vous aimez ce type de vidéo, prenez la peine de me l'écrire, s'il vous plaît, parce que j'ai plein d'autres thèmes en tête, mais ça demande du travail, puis si ça vous intéresse pas, ben, je les ferai pas. Moi, ça m'intéresse pour moi, mais bref, je les ferai pas en vidéo. Mais je vais faire pareil, mais juste dans ma tête. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, à me laisser des commentaires, à partager la vidéo si le cœur vous en dit. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée et à la prochaine!